Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Yacine Kabesh, qui est le fondateur de Circuleg, une start-up qui produit et commercialise bientôt des ingrédients issus de l'upcycling, entre autres de l'œuf. Bonjour Yacine. Bonjour Grégory, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition. Culture Nutrition qui est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Yacine ? Top, donc je suis Yacine Kabesh, fondateur de Circuleg. Donc j'ai 28 ans et donc j'ai fondé Circuleg il y a à peu près 2 ans et demi, donc en 2020, en sortant d'AgroParisTech, mon ancienne école qui est tout comme toi, école d'ingénieur en environnement agroalimentaire. D'accord. Et avant de fonder Circuleg, donc tu étais encore étudiant, tu étais plutôt dans quelle filière à AgroParisTech ? Alors pour mon cursus, en fait, j'ai un cursus un peu atypique, j'ai pas fait les classes préparatoires. D'abord, en fait, j'étais plutôt, avant AgroParisTech, j'étais à l'ES-Cachan, j'étais spécialisé en biotechnologie. Et à ce moment-là, donc du coup, en fait, j'ai vu cette casquette de chercheur qui commençait à se prédestiner un peu sur ma tête. Et donc là, du coup, j'ai cherché à passer les concours en candidat libre pour intégrer AgroParisTech, enfin pour intégrer une école d'ingénieur. Donc j'ai passé les concours parallèles, j'ai intégré AgroParisTech. Et donc à partir de ce moment où je suis rentré à AgroParisTech, en fait, pour le coup, j'avais un peu, disons, déjà cette casquette scientifique. Et je voulais essayer d'avoir plutôt la casquette gestion d'entreprise. C'était un peu ce qui me manquait quand j'étais à Cachan avant. C'était avoir ce double regard à la fois business et aussi scientifique. Et donc du coup, là, dans AgroParisTech, j'ai cherché à faire tous les UE, donc les unités d'enseignement en lien avec la gestion d'entreprise, jusqu'à me spécialiser dans la spécialité gestion d'entreprise d'AgroParisTech. Donc déjà une grosse volonté d'entreprendre avant même d'être sorti de l'école, ce qui est assez atypique et encore plus dans les écoles d'ingénieurs. Ça te vient d'où cette envie d'entreprendre ? Alors honnêtement, il n'y avait pas forcément déjà la vocation d'entreprendre. J'avais effectivement cette volonté de travailler en business, mais je n'avais pas du tout cette compréhension qu'en fait je voulais vraiment entreprendre. Maintenant, je suis hyper à l'aise et je suis hyper content de cette aventure entrepreneuriale. Mais initialement, non, c'était plutôt essayer de concilier à la fois la science et le business. C'était un peu cette volonté. Et quand j'ai commencé à toucher un peu le business, je me suis confronté, je pourrais essayer d'en revenir, on pourra dire un peu la genèse de Circuleg, mais je me suis confronté à des grands groupes où j'avoue que ça manquait un peu d'agilité. Donc du coup, j'ai commencé à toucher un peu de loin au début l'entrepreneuriat, et de fil en aiguille, j'ai vu que ça me passionnait. Donc du coup, je suis rentré dans l'entrepreneuriat. D'accord, t'as pas voulu faire tes armes déjà dans un grand groupe pour commencer à apprendre un peu des choses sur le business avant de te lancer ? Ça a été la grande question. C'est la question, est-ce que c'était la grande question au moment où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ? Il y avait un peu des écoles, ceux qui disaient il faut au début se faire les armes effectivement en interne dans une grosse entreprise et ensuite réutiliser ces armes-là, ou alors apprendre à faire ces armes tout seul. Et moi, j'étais plutôt de l'école en me disant non, on part avec un couteau, on va essayer de le transformer en épée et ensuite petit à petit améliorer l'arme qu'on aura. Mais non, ça a été le parti pris que j'ai décidé de prendre du coup. Et si on remonte un peu plus loin dans ton histoire, dans ta vie d'avant, même quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait un terreau fertile pour que tu deviennes entrepreneur ? Enfin, c'est quoi qui a nourri cette fibre entrepreneuriale chez toi ? C'est marrant parce qu'effectivement, on m'a posé cette question là, il y a ce week-end. On m'a demandé si j'avais effectivement un terreau fertile d'entrepreneuriat. Je pense que oui, pour le coup. Je ne l'avais pas forcément vu jusqu'à ce week-end, mais oui, j'ai toujours été un peu celui qui poussait les amis à entreprendre, poussait les amis, je me poussais aussi moi-même à faire des petits business, hein, toujours légal bien sûr, mais essayer d'acheter un truc. À la récré. C'est exactement ça, acheter sur Le Bon Coin. J'ai acheté beaucoup sur Le Bon Coin et ensuite je revendais, j'essayais de faire une plus-value, des choses comme ça. Et donc du coup, oui, non, il y avait ce côté-là sans vraiment en fait mettre des mots là-dessus, mais j'ai toujours eu cet aspect un peu business, entrepreneurial plutôt, qui m'intéressait. Oui. D'accord. D'autres entrepreneurs peut-être autour de toi, dans ta famille ? Du coup, j'ai ma maman qui est responsable d'une spécialité AgroParisTech en gestion d'entreprise. Donc, c'est un peu du népotisme. Hein. On est tous à la même enseigne. Non, elle a effectivement l'aspect gestion d'entreprise. Mon père est directeur chez Orange. Donc, du coup, il y a aussi cet aspect-là un peu entreprise. Mais des entrepreneurs à proprement parler, non, pas forcément. Non, du coup, la même chose, j'ai dû comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat seul, enfin plutôt accompagné de personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure, mais pas dans ma famille proche.
Ok. Et alors le déclic pour entreprendre, et pourquoi spécialement dans la nutrition, dans l'alimentation, d'où est venue la genèse de Circuleg? Genèse de Circuleg, effectivement. Donc du coup, c'était, comme je disais, à demi-mot au début, mais en fait, c'est quand j'étais en césure, donc entre mon bac plus 4 et mon bac plus 5, j'étais en audit financier chez un grand de l'audit financier. Et honnêtement, je manquais un peu de sens dans ce que je faisais. Le sens à la fois intellectuel, donc c'est beaucoup l'audit financier, c'est des tâches très répétitives. Au début, c'est très intéressant parce que du coup, tu découvres comment regarder un PNL, un compte de résultats dans son détail, etc. Mais après, bon, c'est des tâches qui sont répétitives au nombre de filiales qu'ils ont, etc. Tu dois répéter ça 20 fois, 40 fois parfois. Donc du coup, je manquais de sens intellectuel et même, je dirais, de sens, comme on l'entend tous, hein, de sens par rapport à ce nouveau monde là dans lequel on est confronté aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à regarder le sujet des coproduits industriels. En fait, c'est un peu des choses qu'on commençait à regarder à AgroParisTech. Et donc, j'ai regardé. Les coproduits qu'on peut définir comme Oui. un peu les déchets de certaines filières. Effectivement, pardon, les coproduits, c'est un peu ce qui, en fait, pour être exact, c'est même plutôt d'ailleurs les déchets industriels. Et on commençait à en parler en cours, en école. On disait qu'il y avait de l'or qui se cachait derrière ces déchets. Et donc, moi, par intérêt, disons, plus de culture générale, au début, j'ai commencé à contacter différents directeurs d'usines, volontairement parce que AgroParisTech, on a quand même une casquette d'agroalimentaire très prononcée. J'ai commencé à contacter plutôt des directeurs d'usines d'agroalimentaire. Et donc là, j'ai découvert vraiment différentes entreprises dont je ne connaissais pas du tout l'activité, enfin des usines qui, dans leur activité, est de couper des oranges, des usines qui sont, enfin pour structurer un peu plus qui sont, comment dire, sur la filière plutôt cacao, café, enfin que j'avais pas forcément du tout conscience. Parce qu'en fait, au départ, tu n'avais pas d'idée préconçue sur le produit. Tu as eu l'idée sur le coproduit et tu t'es dit, je vais explorer qu'est-ce qui existe comme coproduit alimentaire. C'est ça. Et en fait, c'était pendant un projet étudiant, on a même regardé, pour essayer de maximiser notre impact, on a regardé qu'est-ce que la France était les premiers producteurs de quoi. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on était les premiers producteurs d'œufs, de coquilles d'œufs. Initialement, donc, pendant ce projet-là, en fait, c'était un week-end startup pour être exact. Donc pendant un week-end, on travaille sur un projet. Et donc du coup, on a commencé à travailler sur ce projet-là, le coquille d'œuf, mais qui était vraiment, enfin, qu'une idée. Hein. C'était vraiment la veille. On a regardé, on était les premiers producteurs de quoi. On a vu coquille d'œuf, on s'est dit bon, coquille d'œuf, c'est du carbonate de calcium. On peut redonner ça aux poules pondeuses. Il y a un lien logique. Et donc voilà, pendant un week-end, on a travaillé. On a remporté ce week-end. Honnêtement, on n'en a pas fait grand-chose après. C'était un espèce de hackathon, c'est ça? Exactement, c'est ça. Week-end startup, hackathon, et c'est ça. C'est exactement ça. C'était co-organisé à AgroParisTech et Polytechnique. D'accord. Et à l'époque, tu étais tout seul ou tu avais déjà des associés? C'est pas forcément des associés, c'était plus des amis pour le coup qui en fait on y allait pour le challenge intellectuel, pour essayer de sortir un peu de sa zone de confort. On est sorti clairement de notre zone de confort, c'était passionnant mais intense. Mais on n'en a rien fait. Et en fait, c'est quelques mois après, justement, quand le moment où je manquais un peu de sens intellectuel, où je me suis dit, bon en fait, on a posé beaucoup d'hypothèses pendant ce week-end. Et donc, je voulais voir s'il y avait une réalité terrain derrière. Et donc là, j'ai commencé à contacter différents directeurs d'usines qui génèrent des coquilles d'œufs. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait des casseries. Donc, initialement, je pensais contacter juste des entreprises, par exemple, comme Brossard, Danone ou autres, faut pas les citer, mais qui, du coup, je pensais qu'ils cassaient leurs œufs en interne. Et en fait, c'est là qu'ils m'ont dit, mais non, nous, en fait, on travaille avec des casseries. Donc, leur métier, c'est de casser des œufs à échelle industrielle et de revendre cet œuf en vrac à des industriels. C'est exactement ça, c'est ça. Donc, du coup, nous, on s'est demandé qu'est-ce que c'était ces casseries. Donc, on a vu très rapidement ce que c'était. On les a contactés. J'ai contacté un premier directeur d'usine qui m'a, du coup, de ces casseries-là, qui vendent effectivement du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Et en fait, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais il nous a montré en fait l'intérêt prononcé vraiment enfin, selon lui, il fallait qu'on se dépêche, il fallait qu'on trouve une manière de valoriser ces coquilles d'œufs, les siennes, j'entends. Et donc de là, en fait, j'ai rencontré d'autres directeurs d'usine pour voir si son besoin était en fait partagé à tous. Et c'était le cas. Et donc du coup, en fait, d'un projet comme ça, juste pour, disons, se nourrir intellectuellement, ça s'est transformé en opportunité. Et donc initialement, je devais faire ma deuxième partie de césure chez Circuleg, enfin non, pardon, au Canada pour un autre stage. Et au final, je me suis retrouvé à le faire chez Circuleg, à rester à Paris pour lancer ce projet-là. Tu as commencé à monter ta boîte pendant le deuxième stage de césure. Exactement, c'est ça. D'accord, c'est possible de le faire d'un point de vue académique avec l'école? Alors sur le projet de césure, honnêtement, on était un peu sur du flou. Okay. Et après, on l'a structuré. Et donc là, c'est arrivé à ma dernière année d'école d'ingénieur.
où là, on l'a structuré, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais considéré comme un étudiant entrepreneur avec en fait, on arrivait au bon moment, au bon timing. Il venait de créer ce statut-là, le statut étudiant entrepreneur. Et donc là, il reconnaissait le fait que je pouvais faire des projets, des projets d'entreprise dans mon entreprise, dans le cadre de mon école, et mon stage de fin d'études aussi dans le cadre de mon entreprise. Et ça, c'est intéressant. Alors, le statut d'étudiant entrepreneur, ça existe dans toutes les écoles ou c'est en particulier à AgroParisTech? Non, c'est rattaché aux universités plutôt. Et donc, du coup, là, par exemple, j'étais étudiant entrepreneur de Paris-Saclay. Mais il existe aussi des étudiants entrepreneurs, il me semble, de Sorbonne, quasiment toutes les universités. Et même si son école, enfin plutôt imaginons je suis rattaché à l'école X, si l'école X ne propose pas ce statut-là, on peut se rattacher à un autre statut, celui qui est le plus proche, pour avoir les cours en lien. Ça veut dire que grâce à ce statut, tu as accès à des cours particuliers sur des thématiques particulières, tu es déjà mentoré, comment ça se passe? Ça, en fait, il y a différentes choses qui s'offrent à nous. Déjà, effectivement, il y a la partie formation qui y propose. Après, dès qu'on est dans l'entrepreneuriat, on est très vite poussé aussi. On intègre des incubateurs qui proposent aussi un peu les mêmes services de formation, disons. Mais voilà, le statut étudiant-entrepreneur le proposait. Il y a aussi le fait tout simplement d'avoir le droit de le faire. Et en plus, ce qui est intéressant, bon, moi, ce n'était pas le cas, mais j'étais avec des personnes qui avaient 20-30 ans, plutôt 30-35 ans, qui du coup revenaient au statut étudiant et que du coup avaient le droit, pour certains, à l'aide de la bourse, la bourse notamment. Après, il y a aussi toutes les aides annexes qui sont Navigo, etc. Enfin, pour pas les citer, mais il y a en plus le fait de retourner au statut étudiant qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, surtout au lancement où on compte les euros au début. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Circuleg, sur l'entreprise, comment tu l'as décrit, à quel point vous en êtes aujourd'hui? Alors Circuleg, donc nous, notre mission, c'est vraiment de proposer aux industriels de nouveaux ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés. Et effectivement, aujourd'hui, on s'attaque aux coquilles d'œufs. En fait, pour ça, on a développé un procédé qui permet de séparer le déconstituant de la coquille externe et la membrane interne. Et ces deux ingrédients, une fois décontaminés, broyés et séparés, en fait, on les propose du coup pour d'autres industriels. Donc la coquille externe, elle est riche en carbonate de calcium. Donc on a un ingrédient qui a les mêmes propriétés, je dirais fonctionnelles, mais pour autant des meilleurs aspects nutritionnels et un meilleur impact environnemental. Le deuxième, c'est la membrane. La membrane, c'est un peu notre trésor, mais elle est riche en acide hyaluronique, en collagène. C'est des noms barbares de biomolécules, mais en fait, cette membrane en tant que telle a des propriétés dans ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau. Donc aujourd'hui, nos ingrédients, on les propose majoritairement au marché du pet food, complément alimentaire humain et cosmétique. D'accord. Et aujourd'hui, les produits sont déjà commercialisés, sont en cours de développement. C'est quoi le stade? Alors le stade de développement, aujourd'hui, en fait, on est au stade pilote. Donc en fait, ce stade pilote, il nous a permis une chose, pour retracer un peu l'histoire. Donc on avait développé le process de séparation coquille-membrane à l'échelle laboratoire. De là, en fait, on avait testé différents types de process séparation coquille-membrane. Certains étaient chimiques, certains étaient physiques, certains étaient physico-chimiques. Bref, tout ça pour dire que du coup, on a développé un process à l'échelle laboratoire. Et ensuite, donc aujourd'hui, là, au stade auquel on est, c'est un stade pilote. Ce stade pilote, il avait deux objectifs. Premièrement, c'était déjà de faire notre premier scale-up, notre première montée en échelle. Bon, cette montée en échelle, on était plutôt serein là-dessus. C'était l'intérêt surtout de ce pilote-là, c'était d'avoir une certaine quantité de produits qu'on pouvait commencer à pré-commercialiser aux clients. En fait, nos clients commençaient à demander des certaines quantités, on parle de centaines de kilos, voire même de la tonne pour certains clients. Et donc, ils voulaient avoir ces produits pour faire des essais à l'échelle industrielle. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a traité des coquilles d'œufs. On traite à hauteur de centaines de kilos par jour de coquilles d'œufs. Ensuite, on les envoie à nos clients. Nos clients font des tests et ils sont satisfaits. Donc, du coup, maintenant, en fait, on a pré-commercialisé. Et c'est là, aujourd'hui, on est au stade où on a des clients qui sont frustrés, entre guillemets, qui veulent avoir nos produits rapidement. Et donc, du coup, on va passer à l'étape industrielle l'année prochaine, début d'année prochaine. Et d'un point de vue géographique, ça se passe où tout ça, le pilote, le siège de l'entreprise, etc. Alors aujourd'hui, on est en Ile-de-France parce que le projet est né ici. Et donc du coup, notre pilote est aussi en Ile-de-France. Mais par contre, demain, on va se délocaliser. Donc du coup, on va se rapprocher des coquilles d'œufs nécessairement parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, mais le marché de l'œuf est quand même centré quart nord-ouest français. Donc Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Proche des élevages de poulets, j'imagine. C'est ça, effectivement. Les casseries sont à proximité des œufs et donc du coup des poules. Effectivement, c'est l'œuf ou la poule.
Mais donc, et donc du coup, on va se rapprocher. Et donc là, le Barycentre, comme nous on l'appelle, il est situé entre Rennes et Laval et on cherche un site industriel ici. Donc ça, ce sera la prochaine étape. C'est ça. Au niveau de l'équipe, j'imagine qu'il faut du monde pour faire tourner tout ça. Comment vous êtes structuré, staffé aujourd'hui? Alors je suis hyper fier, je pense que c'est l'une des fiertés d'un entrepreneur, mais aujourd'hui on a une belle équipe. Donc déjà, on est une quinzaine, déjà, pour répondre très rapidement à la question, on est une quinzaine répartis sur les différents pôles de l'entreprise. Et surtout, avant tout, j'ai deux associés qui sont des monstres de chacun dans leur domaine. Donc j'ai Justine qui est sur vraiment la partie financière, grâce à qui on a réalisé notre première levée de fonds, qui aussi s'occupe de la finance de tous les jours, hein, qui est pas des moindres vu qu'on dépense pas mal d'argent. Et donc qui est actuellement en train qui s'occupe de notre deuxième levée de fonds, parce que voilà, qui dit lancement d'un démonstrateur industriel dit nécessité d'aller chercher des fonds. Il y a Samuel aussi, qui du coup, lui, est plus sur la partie revente de nos produits et développement produit. En fait, concrètement, il comprend les besoins des clients et ensuite, il vend nos produits. Et donc là, on a après ces quinzaines de personnes là que j'ai pu citer, qui sont autres que les associés, ils sont répartis sur différents pôles d'entreprise. Donc que ce soit, on a un pôle communication, on a un pôle finance, on a un pôle R&D process pour nos différentes étapes unitaires pour valoriser nos coquilles d'œufs, et aussi R&D produits pour concrètement comprendre nos produits, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment mieux les façonner, disons, pour revendre à nos clients. Il y a aussi donc la partie production, parce qu'on produit déjà et donc du coup il faut staffer avec un responsable de production, un responsable qualité et un opérateur de production. Et voilà, on commence à faire le tour. Hein. Et finance, nécessairement. J'ai oublié, mais c'est le nerf de la guerre. Justement, sur cette partie finance, tu évoquais une première et une deuxième levée de fonds. Donc, ça veut dire que vous avez déjà levé des fonds. Ouais. Combien? Quand? Comment ça s'est passé? Alors, aujourd'hui, notre première levée, elle était à hauteur de 1 million. 1 million, même plutôt 1,5 million avec les différents effets leviers qu'on a pu faire. Même 1,8 million, je crois, pour être exact. 1,8 million. Et donc, et après, donc, et sur la prochaine levée, là aujourd'hui, on cherche plutôt à hauteur de 5 millions. D'accord. Au total. Très bien. Et cette future levée, si on a des financiers qui nous écoutent, elle va avoir lieu quand? Elle est actuelle, donc ça veut dire que là aujourd'hui auquel on enregistre, on est en octobre. Et donc on aimerait partir pour les 7 prochains mois. Donc il faudrait qu'on close la levée de fonds plutôt en mars. D'accord. Et elle a pour objectif de financer quoi précisément, cette levée? Le démonstrateur industriel, déjà, d'une part. Et en plus, nos projets R&D qui sont connexes, j'allais dire. Mais donc aussi sur la partie membrane, où aujourd'hui on a un gisement, notre membrane est riche en différentes biomolécules. Et on aimerait étudier, enfin même plutôt pousser l'étude qu'on a déjà faite, mais sur l'extraction d'une de ces biomolécules, que ce soit le collagène ou l'acide hyaluronique. Et donc au final, à terme, on pourrait proposer un troisième produit sur le marché, l'acide hyaluronique ou le collagène extrait de cette membrane-là. Donc ce serait continuer sur ces projets-là. Ok. Pour revenir sur les people et puis tous les gens que vous embarquez dans votre aventure, à partir de 15 personnes, j'imagine qu'il y a des sujets de valeurs, de culture d'entreprise qui commencent à émerger. Vous en êtes où? Comment tu définirais la culture de Circuleg? Ouais, c'est effectivement c'est un peu c'est le jeu, c'est les questions du moment. C'est les questions du moment où moi je pense que, en tout cas, ma bande passante, ma charge mentale, elle est à 90% sur ces sujets-là. C'est comment réussir à embarquer les personnes pour la même guerre. Et aujourd'hui, c'est là où je suis très à l'aise de le dire, c'est que toutes les personnes qu'on a sont des personnes qui ont les mêmes convictions qu'on a pu porter à 3 en tant qu'associés. Et donc oui, c'est des sujets. En termes de valeurs, moi je pense qu'il y a différentes choses. Il y a la première valeur, c'est le fait d'être, j'ai que l'anglicisme, mais des doueurs. C'est-à-dire dans le fait de concrètement... des faiseurs. Des faiseurs, c'est ça. Des faiseurs, parce que on peut vite être, surtout dans le cadre de l'ingénierie, on peut vite surintellectualiser un peu tous les problèmes, alors que concrètement, il vaut mieux une personne qui avance qu'une autre personne qui resterait assise, qui serait un peu moins intelligente, pour pas dire de gros mots, quoi. Mais donc voilà, moi je pense que c'est là-dessus, la première valeur. Après, il y a aussi les valeurs sociétales au sens large qui sont importantes. Donc c'est vraiment le fait de, à cœur, porter l'environnement, qui est une chose. Hein. Aujourd'hui, si on le fait, c'est avant tout pour l'environnement.
Et donc du coup, là, c'est là où en fait, ce qu'on demande chez Circuleg, c'est que toutes décisions qui sont prises ou qui seront prises, on intègre nécessairement l'aspect environnemental. Aujourd'hui, il faut qu'on soit impeccable sur l'aspect environnemental. L'aspect social aussi, humain, où là, en fait, moi, je pense qu'une société qui se crée, là, voilà, nous, en tant qu'entreprise de l'économie circulaire, on peut facilement nous étiqueter la casquette environnementale parce que, voilà, de fait, dans notre ADN, on a ça. Déjà, c'est pas forcément vrai. Il faut faire attention. Une entreprise dans l'économie circulaire peut mal faire les choses et avoir un impact environnemental. Donc, nous, il est nécessaire que tout ce qu'on fait, on soit irréprochable sur cette partie-là. Et en plus, toute entreprise qui se crée doit avoir une guerre sociale. Voilà, on a longtemps fait l'erreur de choisir, enfin, chaque entreprise choisissait un peu sa guerre. Non, il faut être parfait dans tous. Et donc, du coup, nous, sur l'aspect social, c'est concrètement, on a longtemps essayé de comprendre comment on pouvait intégrer cette partie-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de rémunérer ceux qui ont produit la valeur de notre produit. Et donc, concrètement, c'est les éleveurs, notamment. Les éleveurs de poules. Les éleveurs de poules, c'est ça, qui ne sont pas nos clients, nos partenaires directs, qui en fait travaillent avec les casseries, mais pour autant, vu que c'est eux qui ont créé la valeur du produit, ça paraît logique, ils doivent récupérer cette partie-là. Ça veut dire que vous avez matérialisé avec une charte ou quelque chose l'intégration dans le modèle économique de la rémunération des producteurs en amont ? C'est ça. En fait, aujourd'hui, là, on est à un stade un peu plus en amont. Donc, du coup, on n'a malheureusement pas encore le stade qui permet de leur rétribuer. Mais par contre, dans toute discussion partenariale qu'on peut avoir avec des clients ou qu'on peut avoir avec des partenaires casseries notamment, on leur mentionne que dans notre ADN, on a cette volonté-là. Et donc, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, on va le faire quand on aura mis en place les usines, qui du coup, on aura notre chiffre d'affaires, etc. Tout se goupillera bien. Et pour revenir sur les valeurs de l'entreprise, vous avez déjà défini un peu quelles pouvaient être ces valeurs ? C'est en cours de refonte là, justement. On a fait l'exercice avec notre responsable communication et un freelance. Mais donc du coup, en fait, ils ont interrogé en fait nos collaborateurs en interne pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient rejoint Circuleg, quelles sont leurs guerres. Et du coup, il y avait l'aspect déjà nécessairement, ce que je disais là, le doer, qui donc du coup qui est un truc qui était en amont, qui remontait, l'humanisme qui était noté. Enfin, c'est vraiment en fait, on cherche du sens dans l'action et donc du coup c'est important. Le dynamisme, en fait, c'est le côté doer. Il y avait la transmission. En fait, c'est le fait de tout ce qu'on veut faire. On cherche en fait à l'expliquer aux gens pour essayer de prêcher un peu notre bonne parole, que ce soit au niveau de nos clients, c'est-à-dire concrètement leur apprendre ce que veut dire le mot biosourcé, le mot recyclé. Ça peut être aussi cette volonté aussi d'apprentissage, tout bêtement, mais en fait, vu qu'on est en train de créer un nouveau secteur, et du coup, il est nécessaire de commencer d'apprendre constamment. Et donc, c'est un peu dans cette volonté-là. Et de pragmatisme. Aussi, le dernier mot, c'était vraiment le pragmatisme, c'est-à-dire en fait... qui va avec doer. Qui va avec vous, c'est ça. C'est de ne pas avoir peur et être motivé. Et un vaut mieux que deux, tu l'auras. Vaut mieux avancer et ensuite on verra pour le 2, mais d'abord un. Très bien. C'est quoi la vision de Circuleg à 3-5 ans ? Vous en serez où ? Alors, notre vision pour... en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer vraiment de dupliquer notre modèle à la sortie de toutes les casseries. Je m'explique. Là, notre démonstrateur industriel va ouvrir et ce sera un module qui sera complètement décentralisé parce qu'on n'a pas encore l'avancée technologique. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est que grâce à ce démonstrateur industriel, on va avancer sur notre partie R&D, recherche et développement. Et avec ça, en fait, on va pouvoir trouver une manière de condenser nos process. Et une fois que ces process-là seront condensés, on pourra les mettre dans des conteneurs. Enfin, mon responsable, Christine, notre CTO, dirait non, c'est pas un conteneur, mais voilà, pour imager en tout cas, c'est un conteneur qu'on va pouvoir positionner directement à la sortie des casseries. Un module en fait qui sera réplicable facilement à la sortie de toutes les casseries de France. Aujourd'hui, on a les clients, on a suffisamment de clients pour être à l'aise, dire qu'on sera à la sortie de toutes les casseries françaises. Maintenant, il faudrait qu'on réplique même à l'échelle européenne, minimum. D'accord. Donc une dimension internationale que vous allez aller chercher dans le développement. Oui.
Ça fera quelle taille à peu près en nombre de personnes et en chiffre d'affaires à 3-5 ans? Un module ou Non, non, l'entreprise au global? l'entreprise, alors ce qu'on projette, c'est on est à hauteur de 15 millions D'accord, de 15 chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires, oui. Et en termes de personnes, il faudrait que je fasse des calculs, je ne sais plus. Mais en fait, un module en soi est quand même suffisamment autonome. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une ou deux personnes maximum par module. Et a priori, on serait à 3 ou 4 modules, pas plus. D'accord. Après, il y aura bien sûr toute la partie maison mère avec du coup toutes les fonctions support aussi qui sont importantes, hein. On va parler maintenant, Yacine, si tu veux bien, de ta vie d'entrepreneur. C'est quoi ton quotidien d'entrepreneur? Est-ce que C'est tu as une journée type? alors, une journée type, je pense pas. Honnêtement, il n'y a pas un jour qui se ressemble, hein. En fait, tout dépend des sujets de la semaine. C'est plutôt en fait, il y a un sujet chaud en tant que CEO que je peux porter et donc je fais en sorte d'avoir l'ensemble des réponses aux questions pour justement cet événement chaud. Concrètement, s'il y a un comité stratégique, bah, du coup, je vais faire en sorte de réfléchir à l'ensemble des slides, par exemple, à présenter. S'il y a une discussion partenariale avec un client, voilà, je vais faire en sorte de trouver un peu tous les éléments pour être le plus près le jour J, donc le jour de la semaine. Après, il y a aussi des routines personnelles Ouais. qui sont importantes. Mais sinon, sur une journée type, je pourrais dire, en fait, c'est en lien avec mes routines, donc non, j'ai pas forcément de Alors, journée c'est quoi justement tes routines? C'est des routines liées à ton activité entrepreneur ou c'est plus des routines de développement personnel? et des routines, je pense, plus liées au développement personnel. D'accord. Développement personnel, en fait, concrètement, j'ai compris pendant un moment, d'ailleurs pendant la Covid, hein, c'était en année 2020, fin d'année 2020, j'ai compris que si je mettais de côté mon bien-être, en fait, il pouvait arriver des choses qui n'étaient pas forcément saines pour moi et pour l'entreprise surtout. Concrètement, j'ai frôlé ce qu'on appelle le burn-out, Ouais. parce que du coup, j'étais en surménage, hein. Il y avait l'aspect personnel où j'avais des sujets assez chauds à gérer, enfin, clairement des tristesses qui peuvent arriver pendant la Covid notamment. Et en plus de ça, côté professionnel, bah, du coup, j'avais mes anciens associés qui partaient. Enfin, c'était un peu dur. Et donc, du coup, j'ai vu cet aspect-là, enfin, les travers, disons, d'un surménage. Parce qu'en fait, tu as créé Circuleg en 2020, C'est ça, en fait. en pleine année Covid. C'est en pleine année Covid. Au début, en fait, on m'a posé les questions, on me demandait si c'était pas un peu risqué, etc. Je pense que ça a été bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une année, ça a été, bon, concrètement, la première vague, c'était 3 mois, c'est ça? Je me souviens plus, c'était 3 mois à peu près. Ça a été à 3 mois de pause côté R&D, recherche et développement de process. Mais par contre, bah, ça nous a permis de vraiment aller confronter notre projet aux clients. Essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'ils attendaient de notre projet. Et donc, du coup, en fait, on a pu faire un truc qui est sain dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire commencer par les clients et ensuite créer le projet. Donc ça a été plutôt bien. Bon, après, sur la deuxième vague, du coup, c'est là où je pense que ça a été un peu plus compliqué personnellement. Tout ça pour dire que du coup, toutes mes routines personnelles, elles sont vraiment en lien avec mon bien-être. C'est un peu auto-centré de dire ça, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Et donc là, c'est... Tu peux nous partager tes routines? Bien sûr, C'est avec plaisir. lié au physique, au mental, les deux? Comment ça se passe? Alors, il y a les deux. Alors déjà, je dirais sur la partie physique, moi, c'est un truc que j'ai compris, c'est que nécessaire que j'ai mon heure, une heure et demie de sport tous les jours. Ça, c'est quelque chose où Ah oui, je c'est pense beaucoup. ouais, c'est important. C'est quelque chose. C'est quoi comme sport? Je cours uniquement. D'accord. Je cours ou alors je peux faire de natation, vélo, mais enfin, c'est pas forcément du sport. Donc, plutôt le matin, le soir, le midi? Le matin. Je le me matin? réveille tôt, très tôt, 5h30 plutôt, 5h30 et ensuite après donc je vais courir, enfin je vais plutôt à la salle de sport pour courir parce que pourquoi? C'est que j'en profite aussi pour écouter des livres audio. J'en profite pour écouter des livres audio qui du coup me permettent d'améliorer, disons, aiguiser mes outils, les fameuses armes de l'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est Des livres en lien avec le business? toujours. Ouais. Par exemple, c'est quoi les derniers que tu nous recommandes? Alors le dernier non, il y a ceux que je recommande et le dernier que j'ai lu, il y en a un, c'est sur le bien-être dans l'entreprise.
En fait, généralement, il y a beaucoup de livres de Harvard Business Review. Je ne sais pas si tu connais, mais du coup, ils sortent énormément des livres qui sont en lien avec le business, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, le dernier en date, là, je suis encore actuellement en train de l'écouter, c'est sur comment concilier bien-être au travail et efficacité. Parce que c'est un peu le sujet, comment faire pour faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans la société, le bien-être global, mais pour autant, on est une entreprise, il faut qu'on soit efficace. Et sinon, après, moi, il y a différents livres qui ont été hyper importants pour moi. Je pense que celui que je recommanderais le plus quand tu lances un projet entrepreneurial, c'est Live Mentor. Le livre Live Mentor, j'ai plus le titre, mais c'est de la société Live Mentor, et en fait qui explique pas à pas, c'est de Alexandre Dana. Oui, c'est ça, j'allais dire Alexandre, c'est le fondateur de Live Mentor. C'est ça, effectivement. Et donc lui, en fait, vraiment pas à pas, il explique les différentes étapes du lancement d'entrepreneuriat, sur l'aspect business, comment aller concrètement parler aux clients, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi les ressentis que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Donc on parle du fait du syndrome de l'imposteur, la solitude, des choses comme ça. Et en fait, tu te dis, on est tous des humains, en fait. On a tous la même façon de concevoir les choses, et on peut limite processer l'entrepreneuriat, c'est fou. Bon bref, tout ça pour dire que du coup, je fais beaucoup de sport. Donc ça me permet d'apprendre. En plus, ça me permet de décompresser énormément. La tension, parce qu'il y a beaucoup de sujets de stress. L'entrepreneuriat, c'est stressant, je trouve. Ah bon? C'est stressant, non, clairement. Mais en fait, c'est pas tant dans la charge de travail. Concrètement, je finis mon sport à quelle heure? Je commence à travailler à 8h30 et je finis à 19h, 19h30. Il y a beaucoup de métiers où on a à peu près ces horaires-là, mais je pense que c'est vraiment plus la charge mentale qui déborde des horaires de travail où on est physiquement présent derrière un ordinateur. Ouais, concrètement, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, on m'a dit en rigolant, on m'a dit, mais si tu intègres la charge mentale, tu travailles de quelle heure à quelle heure? Et du coup, j'ai dit 24/24, honnêtement. Même quand je dors, je rêve entrepreneuriat. Donc, tu travailles la nuit. Ouais, c'est ça. Et t'écris un truc sur ton téléphone parce que tu dis, j'ai pensé à quelque chose. Mais donc voilà, c'est important de décompresser. C'est aussi important parce que ça permet, je dirais, de prendre du recul. Il y a tellement de décisions stratégiques pour Circuleg qui ont été faites sur un tapis de course, c'est fou. Mais à ces moments-là, on se dit, mais j'avais pas vu cette chose-là avec cet angle-là. C'est-à-dire concrètement un partenariat commercial, de se dire, ok, pourquoi avoir cette relation comme ça alors qu'on pourrait l'aborder plutôt dans l'autre sens. Et donc du coup, il y a une prise de recul qui est intéressante. Et après, c'est un peu classique, mais je dirais ça permet de valoriser un peu dans le sport, tu peux valoriser des qualités nécessaires pour l'entreprise, c'est-à-dire concrètement, c'est un peu la motivation, le goût pour le travail, le fait de l'endurance, etc. Mais voilà, ça c'est plus second. La vérité, c'est plus le recul et l'apprentissage. C'est la partie entraînement, mais tu fais aussi des compétitions en course à pied? Semi-marathon, marathon? J'en fais à titre perso. C'est-à-dire oui, j'ai fait un marathon. Ce week-end, là, j'étais en semi-marathon, le semi-marathon de Vincennes. D'accord. Et surtout, mon objectif de cette année, c'est l'Ironman. Donc, un Ironman full ou un half? On va viser un full, et après on verra où est-ce qu'on atterrit. Ce sera en 2023? Ce sera en 2023 en juin, donc probablement celui de Barcelone ou Nice. Ah non, Barcelone. Okay. Ou Nice, je sais plus. Non, c'est Nice. Non, effectivement, c'est Nice en juin. J'ai pas encore parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il faut payer les 600 € d'adhésion à l'Ironman, donc on est en train d'essayer de trouver une manière de financer ça. Mais donc c'est un gros morceau, ça. Ouais, clairement. Il faut toujours. C'est l'entrepreneuriat, il faut viser haut et après on vise un objectif et on atterrira à 80% de l'objectif, c'est pas grave. Très bien. Et donc ça c'est vraiment sur la partie, je dirais, routine personnelle. Et sur après, le sur sport. La partie mentale, tu as d'autres choses à partager? Parce que tu parlais à la fois de physique et de mental. C'est ça, effectivement. Le mental, c'est on parle souvent de charge personnelle, c'est de charge de choses à penser ça va dans tous les sens. Ça peut être depuis aller acheter le surligneur jaune qui est important pour tel BU jusqu'à vraiment lire le contrat commercial qui permettra de dicter les 5 prochaines années de Circuleg. Bref, tout ça pour dire que en fait, il est nécessaire. Moi, j'ai ce qu'on appelle un bullet journal. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, un bougeot, comme on dit. Un bougeot, effectivement. Du coup, franchement, je pense que ça a été un game changer si on continue dans les anglicismes que l'on adore. Mais c'est ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, il était nécessaire si je voulais gagner en efficacité, il est nécessaire que je m'organise. Et donc, j'ai un bullet journal. Pour tous, concrètement, c'est du plus simple, c'est juste un cahier de to-do list que tu reportes semaine par semaine. Et sinon, tu peux le voir à l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque début de mois, à chaque début de semaine, tu fixes tes objectifs à titre perso, à titre pro. Et de là, va découler une liste de choses à faire. Si on va dans le perso, ça peut être, par exemple, ce mois-là, j'ai décidé
d'économiser 1 000 euros. Et voilà, imaginons. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, ça, ça et ça. Et si on va dans le pro, parfois, moi, c'est un peu plus loin. Je veux m'asseoir en tant que CEO, ma position en tant que CEO et au sein des équipes. Et donc là, je dois essayer de me dire concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mois prochain. Et en plus de ça, tu as ta to-do list de tous les jours qui est mêlée à ça. Et chaque début de chaque journée, moi, commence par du coup la priorisation des tâches. Donc, je prends ma to-do list de la semaine et je me dis, aujourd'hui, si j'enlève les réunions X, Y et Z, du coup, il me reste à peu près 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité? Du coup, je fais en priorité la relecture du contrat, les choses comme ça. Et c'est important, au moins, ça te permet de déverser ta charge mentale. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es en train de travailler, je pense qu'en plus, un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui a en fait 1000 idées à l'heure. Et moi, en tout cas, c'est mon cas. Je suis à la limite de la maladie, je pense. Mais vraiment, dans tous les sens, j'ai des idées qui peuvent venir dans tous les sens. Et donc, au moins, à chaque fois que je suis en deep work, donc en travail de fond, au moins, à côté de moi, j'ai mon bullet journal où dès que j'ai une idée, je la pose et je me dis, OK, je la ferai plus tard. Ok. Et au-delà de l'aspect to-do list, le bullet journal, il sert aussi à fixer des idées, des réflexions, des apprentissages sur des choses que tu as vécues dans la journée ou dans la semaine? Ouais, alors il y a 2 choses. Je pense que ce qui peut mener à des travers un peu de... en fait, tu es constamment, comment dire, dans l'entrepreneuriat, tu peux être constamment, en tout cas moi personnellement, j'ai tendance à, me concernant sur vraiment comment je me regarde, j'ai tendance à un peu mal me voir, disons. C'est le syndrome de l'imposteur dont effectivement, tu parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur où du coup, j'ai tendance à toujours me dire que moi j'ai mal fait les choses. Par contre, les gens sont géniaux, c'est abusé à quel point les gens sont magnifiques autour de moi et c'est réel d'ailleurs. Mais et donc du coup, moi, parmi mes routines, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est quand même compliqué, c'est limite de l'introspection, mais chaque jour, dès que j'ai une petite fierté, celui-là, ce podcast-là, ce sera une, et je mettrai ma fierté. J'ai une fierté par jour que je m'impose. Je m'impose à mettre. Ouais. Donc après, à terme, en fait, là, on va bientôt arriver à. Ça fait 1 an et demi que j'utilise, mais donc généralement, je le fais à 1 an. Donc là, je vais voir toutes mes fiertés l'année dernière, et donc. C'est toujours c'est toujours cool de prendre un peu de recul et se dire en fait j'en ai fait des choses. C'est quoi la fierté de l'année ou des derniers mois alors? la fierté de l'année. Succès. La fierté de l'année, je dirais, je pense que ma fierté en tant qu'entrepreneur, honnêtement, c'est l'équipe. C'est un peu facile à dire, mais c'est réel. C'est quand tu vois grandir l'équipe et voir, grandir l'équipe au sens du nombre déjà, mais aussi en termes de changement de personnes. En fait, nous, on a volontairement recruté des jeunes, mais qui avaient un peu la niaque, quoi, une vraie volonté. Et donc, du coup, ils arrivent au début, tu peux avoir forcément, comme j'ai été, comme je le suis toujours, mais un peu cette nécessité d'accompagnement au début. Et maintenant, tu les vois qui sont autonomes, qui prennent des décisions tout seuls, qui sont de plus en plus à l'aise. Et moi, je pense que c'est ça ma grande fierté. Honnêtement, c'est voir ton équipe grandir, voir les gens changer. Et... c'est ma fierté. D'accord. Et contrairement, c'est quoi tes gros flops ou tes non-succès de ces derniers mois? Alors, les non-succès des derniers mois, bonne question. C'est lequel? La question, c'est lequel? Déjà, c'est un peu facile à dire, mais c'est la réalité. Moi, je pousse au fait qu'il n'y a pas de flop. Et pour le coup, il n'y a que de l'apprentissage. J'essaie de pousser ça dans l'entreprise. Je préfère, encore une fois, même me concernant, je préfère avancer et me dire, au pire, ça rate et tant pis. Et c'est la fameuse citation de Nelson Mandela. Je ne sais pas si tu la connais. Non, dis-moi. C'est je ne perds jamais. J'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était à Nelson, mais du coup, il aura vraiment dit que des belles choses. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Et dans la vie de l'entrepreneuriat, je pense que moi, j'ai mon association qui a été un flop, entre guillemets, dans le sens où j'ai commencé avec des amis. Associés. C'est ça. En fait, j'ai commencé avec des amis. Et en fait, on aurait dû se poser dès le début et se dire en fait qu'est-ce qu'on voulait faire de l'entreprise. Et en fait, in fine, on a, sans se poser les questions, du coup, on a juste retardé le problème. C'est-à-dire que eux, concrètement, ils n'avaient pas forcément, c'était pas forcément un projet de vie. Et alors que moi, ça l'est. Mais c'est un projet de vie.
Vous n'étiez pas aligné sur votre vision de l'entrepreneuriat, quoi, tout simplement. C'est ça. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que on était jeunes. Je suis toujours jeune, mais en tout cas, on était encore plus jeunes. Et du coup, on se rendait pas compte des temps longs dans lesquels on est aujourd'hui. Hein. On est dans un projet industriel avec une dimension R&D. Enfin, on est sur des projets plutôt longs. Et eux pensaient que c'était plus un projet d'1 ou 2 ans maximum. Et ensuite, on faisait un exit. Assez intéressant et ça s'arrêtait là. Moi personnellement, si demain on fait pas d'exit, ça me va très bien. Si on fait une entreprise pérenne et qui continue comme ça, je suis même très heureux. Une vision plus long terme. C'est ça. Et donc du coup, on n'avait pas forcément confronté cette partie-là et donc c'est à la fin du stage de fin d'études où donc on s'est confronté parce que nécessairement on rentrait un peu c'était un croisement de chemin, mais on est arrivé au stage de fin d'études. Est-ce qu'on continue l'entreprise en CDI, enfin, pas en CDI parce que c'est particulier, on est des mandataires sociaux, mais grosso modo, voilà, on a l'idée, en tout cas pour un long terme, et ou alors ils allaient rejoindre justement un CDI, et donc on s'est quitté à ce moment-là, mais de manière, enfin c'est toujours mes amis pour le coup, et donc et hyper heureux. Je pense que c'est la chose à laquelle je pense que si demain un entrepreneur me dit qu'est-ce que je devrais faire en premier, c'est s'aligner s'aligner avec ses associés. Par contre, qu'ils soient amis ou pas d'ailleurs. Ouais. Le fait d'être amis, c'est vrai qu'il y avait un peu des non-dits parce qu'en fait, on voulait pas vexer on voulait pas donc que notre amitié. Une complexité en plus. Je pense que c'est un plus aussi, hein, parce que du coup, c'était hyper agréable. Hein. J'ai passé un beau Covid, c'est horrible à dire, mis à part tous les aspects perso que j'ai pu mentionner. En vrai, au-delà de ça, c'était un beau Covid. Mais par contre, ouais, il y avait un peu aussi des non-dits de temps en temps parce qu'on voulait pas que notre amitié retentisse, quoi. Tu évoquais tout à l'heure la solitude de l'entrepreneur. Comment tu y fais face? Est-ce que tu fais partie d'associations d'entrepreneurs? Oui. Alors, il y a différentes choses. Bon, déjà, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu la solitude de l'entrepreneur vraiment au moment où, à la croisée des chemins, où j'étais vraiment seul, en tant que, du coup, j'étais déjà seul dans l'entreprise et en plus, du coup, seul associé. Maintenant, la première chose, c'est en fait, j'ai Justine et Samuel pour les décisions stratégiques qui sont hyper importantes. Quand même. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je suis moins confronté à la solitude. On est confronté, par contre, à 3 à la solitude, c'est-à-dire dans le terme de, in fine, les décisions, elles nous reviennent. Bien sûr. Et donc, du coup, comment on y fait face? Effectivement, soit on s'épaule des personnes externes, donc que ce soit des mentors, des personnes qui sont plus experts que nous dans un domaine particulier. Donc c'est un peu ce qu'on a à cœur, et là pour le coup c'est ce que je pousse là-dessus toutes les personnes de l'entreprise à le faire. C'est qu'en fait dès qu'on a une question assez stratégique, et on va voir des personnes qui sont experts de cette question-là, on les questionne donc pour essayer d'avoir leur vision du problème, et donc une fois qu'on a l'ensemble des réponses qu'on pourrait avoir, on doit trancher, et c'est à ce moment-là où on tranche ensemble avec notre prisme de compréhension. Et voilà. Mais je pense que c'est comme ça qu'on évite ce fameux syndrome de la solitude. Oui, et pas d'autres associations, alors du coup plus informelles, de gens qui vous entourent dans l'écosystème entrepreneurial? On en a plein, hein. En vrai dire, on a plusieurs incubateurs, plusieurs amis entrepreneurs. On se voit régulièrement, je pense on se voit régulièrement pour partager des moments un peu fun, et c'est à ce moment-là où effectivement on peut discuter du classique de ce qu'on. Alors il y a on discute de différentes choses. On discute de soit certaines thématiques bien particulières mais qui est commune à chaque entreprise. Le développement commercial, les RH, voilà. Le recrutement, le premier recrue, ce que je pouvais dire, comment concilier bien-être et aussi du coup efficacité, des choses comme ça. Et il y a le fait aussi de juste tout simplement discuter des sentiments qu'on peut avoir. Oui. Et là, pour le coup, c'est aussi pour tous. Et ça, on le fait oui, dans le cadre d'incubateurs notamment. On est incubé à l'Agoranov. Oui. Et j'ai d'autres copains d'AgroParisTech qui ont monté leur boîte, où on se voit régulièrement. D'accord. Ouais. Des boîtes dans quel secteur? Dans le food, Yeasty, Miami, dans les steaks végétaux. Du coup... Nicolas Stefanovic, tu as Hugo aussi Dupuis, et voilà. Après, t'en as d'autres, mais qui sont un peu moins dans le secteur du podcast, mais tu peux avoir Néolith aussi. Et tu as aussi donc, ceux qui font la crèmerie unie, qui viennent de changer de nom d'ailleurs, mais voilà. Très bien, donc ça fait quand même un écosystème autour de toi avec qui tu peux échanger des mêmes problématiques.
Écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on partage avec nos auditeurs ta vision du secteur, de la nutrition, des ingrédients, du food en général. Voilà, c'est quoi un peu tes deux, trois grandes convictions sur le secteur sur lequel Circuleg opère? Clair. Je dirais qu'en fait, pour moi, le food, comment dire? En fait, aujourd'hui, on a tendance à voir le secteur de l'industrie agroalimentaire comme étant, il y a un certain produit qui va générer des produits et on délaisse de côté l'écoproduit. Et pourtant, c'est important parce qu'en fait, ces coproduits-là, ils ont un vrai potentiel économique et écologique. Là, pour parler concret, la coquille d'œuf, on a tendance à revendre le blanc et le jaune en oubliant la coquille externe, alors que pour autant, celle-ci, en fait, elle peut être réintégrée comme source, comme ingrédient. Et je pense que le monde de l'industrie agroalimentaire de demain, ce sera ce monde où il n'y aura plus de coproduits, mais ce sera vraiment en fait que des ingrédients. Tout ce qui sortira des usines sera considéré comme des ingrédients. Et c'est un peu ce qu'on voit dans les tendances. Aujourd'hui, l'aspect biosourcé et recyclé entre clairement en considération dans le choix des industries pour notamment l'achat des matières premières, etc., qui commence à changer et ça va dans notre sens. Donc c'est toute cette grande tendance de l'upcycling qui crée de la valeur avec des déchets en fait. Clairement. Et aujourd'hui, c'est même cette étiquette-là, elle est même mise en avant. Donc du coup, concrètement, on peut être rémunéré plus cher que pour un ingrédient qui est upcyclé, peut-être payé plus cher parce que tu as cette question d'offre et de la demande. À terme, ce que je pense, dont je suis persuadé, c'est qu'on va rééquilibrer la balance. En fait, à terme, ce sera même plus de l'upcycling, ce sera logique, ce sera du cycling, quoi. C'est juste qu'on prendra une matière et on l'utilisera jusqu'au bout dans toutes ses facettes. C'est ça. Pour l'instant, on saisit l'étiquette marketing, disons, que peut avoir cet ingrédient, mais demain, en fait, ce sera un ingrédient normal et on sera content. C'est ce qui a déjà été développé dans certaines filières qui font de l'upcycling depuis toujours. Je pense à la gélatine, par exemple. Elle est issue de coproduits des abattoirs depuis toujours et on n'appelait pas ça de l'upcycling, mais c'était déjà de la valorisation des déchets. Clairement, c'est effectivement. La protéine de lait, c'est également ça. C'est le la lait, protéine du petit lait du fromage. Le babeur, effectivement, il y a le lactosérum ou le babeur qui est aujourd'hui un ingrédient en tant que tel et qui est reconnu comme ingrédient. Et moi, un des secteurs que j'ai voulu comprendre dès le début sur la partie upcycling, c'est vraiment, comme tu disais, le secteur du lait où il n'y a aujourd'hui aucun déchet. Tout est vraiment utilisé et c'est son marché. Le babeur aujourd'hui, c'est un coproduit du beurre, du coup, mais qui a sa cote, disons, sur le marché, son prix d'achat classique. Après, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il est sous-valorisé. On le fait très peu, alors qu'on sait qu'il y a du trésor dedans. Mais on y viendra bientôt chez Circuleg demain. Mais... D'accord. Et par rapport à la vision du consommateur sur cette idée de l'upcycling, est-ce que tu as une idée de comment c'est perçu? Est-ce que c'est perçu positivement? Est-ce que c'est carrément recherché par le consommateur? Ouais. Alors aujourd'hui, je pense que ce qui est cherché par le consommateur, c'est avant tout d'avoir une marque qui est conscience qui a des politiques environnementales prononcées. Et donc du coup, le fait de se sourcer en matière première upcyclée, c'est une des manières de répondre à ces consommateurs-là. Je crois que le chiffre, c'est aujourd'hui 61% des actes d'achat sont faits en regardant aussi notamment la marque si elle a un impact environnemental ou sociétal, même au sens large. Donc oui, c'est d'ailleurs une des choses un des constats que j'avais pu faire au début, c'est que en fait, on avait des entreprises qui généraient des ingrédients biosourcés et recyclés, d'autres industries qui voulaient répondre à ce besoin de consommateurs qui du coup cherchaient des ingrédients biosourcés et recyclés. Et donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on fait juste le lien entre ces personnes-là. En fait, la vérité, c'est qu'il y a même une troisième personne dans le triptyque. Tu as aussi les réglementaires qui maintenant poussent, donc la partie législative, qui poussent les entreprises à valoriser leurs coproduits, qui poussent les entreprises à acheter des matières premières un peu plus nobles environnementales. Et nous, du coup, Circuleg, on est entre ce triptyque-là. On permet de faire le lien entre les consommateurs, les entreprises et le réglementaire, le législatif. Et est-ce que tu as d'autres tendances, d'autres convictions sur le marché de la nutrition pour demain? Du coup, qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Mais en fait, aujourd'hui, les
le futur des ingrédients, il sera local. Et donc, ce qu'on dit généralement, c'est notamment pour nos produits, hein, nécessairement, mais on le voit, les tendances qui arrivent ou même qui sont déjà ancrées, c'est pourquoi aller chercher à se sourcer loin alors que les ingrédients sont déjà disponibles en France. Et donc là, c'est en lien avec les coproduits, notamment sur notre membrane, par exemple, où le collagène, parfois, peut venir de loin. Alors que pour autant, en fait, en développant un process qui a le mérite d'exister, mais qui du coup on aurait pu le pousser un peu plus tôt, on aurait pu se sourcer et éviter un peu ce transport qui est inutile. Donc je pense que les ingrédients de demain seront tous, ou pour la plupart, le plus local possible. Donc d'où l'idée d'intégrer une filière française de l'œuf, donc de la coquille jusqu'à l'ingrédient. Ça, en fait, tout sera valorisé du début depuis la coquille. Il n'existe pas aujourd'hui de valoriser la coquille d'œuf française. Alors, il y a des acteurs qui sont positionnés, qui valorisent la coquille d'œuf, mais qui valorisent, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils sous-valorisent. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, c'est utilisé en tant qu'amendement calcique, donc c'est le fait de jeter sur les terrains agricoles. Ah oui, voilà. C'est pas le niveau de valorisation sur lequel vous vous positionnez. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas rentable ou qui, du moins, nécessairement a besoin notamment, par exemple, d'être payé par les casseries. Oui. Et nous, on se dit, pourquoi pas essayer d'aller craquer un peu plus cet ingrédient et séparer la coquille de la membrane, voire même extraire de la membrane certains produits nobles qui sont aujourd'hui juste jetés sur les terrains agricoles pour certains, voire même pas du tout utilisés pour d'autres. Il y a une grosse tendance en ce moment, et on l'a vu récemment au Cial, et on le voit dans tous les salons, c'est la végétalisation de l'alimentation, même de la nutraceutique. Comment vous positionnez chez Circuleg à partir du moment où vous traitez un produit qui est d'origine animale ? Clairement, c'est une bonne question, c'est une question qu'on s'est posée. Effectivement, il y a une tendance du végétal. Je pense que aujourd'hui, on voit les consommateurs qui tendent vers un modèle un peu plus flexitarien. Le véganisme, c'est quelque chose qui est extrême, et tant mieux qu'il y ait des extrêmes dans certains modèles pour essayer de nous tendre vers le bon endroit, mais c'est pas quelque chose qui va prendre énormément de parts de marché. On va plutôt s'arrêter sur un middle entre les deux, c'est-à-dire en fait le flexitarien voire le végétarien. Donc aujourd'hui, nous, notre ingrédient, il est végétarien. Il est végétarien, effectivement. Et donc du coup, pour certains clients, au début, c'était un peu un no-go d'ailleurs, hein, c'était le fait qu'on ne soit pas végétarien. Ils disaient, ah non, on a pris des politiques véganes assez strictes, notamment sur le marché plutôt cosmétique. En complément alimentaire, c'était pas forcément le cas, food non plus. Donc ça, c'était vraiment la genèse de Circuleg, où en fait on a clairement fermé certaines portes parce qu'en me disant non, c'est pas vegan. Donc du coup, on a pris des décisions stratégiques de véganisme. Et maintenant, ils reviennent au fur et à mesure vers nous. Quand on les questionne pourquoi, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont atteint un peu ils sont arrivés à bout du modèle du véganisme, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les clients, c'est un peu antinomique, mais ils veulent avoir à la fois des ingrédients qui soient du coup végétariens, mais en plus qui en plus aient des propriétés fonctionnelles. Et malheureusement sur la partie végétale en tout cas, les biomolécules, il n'y a pas énormément de biomolécules à essayer de capter là-dedans, c'est beaucoup de fibres, etc. Et donc du coup on cherche à essayer d'avoir l'ingrédient le plus noble, mais pour autant qui du coup a aussi des propriétés fonctionnelles. Et donc c'est là qu'intervient notamment la membrane. D'accord. Pour reboucler sur la partie routine qu'on évoquait tout à l'heure, et en lien aussi avec ta vision de l'alimentation, tu manges quoi au quotidien ? Je suis pas du tout le bon exemple. Je suis pas du tout le bon exemple, mais bon, est-ce que je le dis ou je le dis pas ? on m'appelle le Steve Jobs, mais un peu moins bien, parce que le midi, moi, je mange juste un paquet de nouilles. Il y a très peu de, des nouilles chinoises, des nouilles instantanées, tu mets de l'eau chaude, okay. etc. Après, le soir, je mange un peu mieux. J'ai la chance d'avoir une copine qui est chef cuistot, donc du coup je mange un peu mieux, on cuisine ensemble et tout, donc du coup là ça va un peu mieux. Mais j'avoue que le midi je suis pas exemplaire du tout, il se moque un peu de moi parce que je suis un peu de Steve Jobs qui mangeait qu'une seule pomme, mais par contre version un peu moins bien, donc je suis clairement les cordonniers les plus mal chaussés. Ah clairement. T'as d'autres recommandations santé, bien-être ? Manger des nouilles. Non, pas du tout, surtout pas. C'est une mauvaise chose. Non, moi je pense que je suis intimement persuadé que sur le bien-être, en tout cas personnel, et ça je le pousse, entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est le fait de se consacrer du temps sur justement pour son bien-être personnel, et ça passe pour le sport. Je suis persuadé qu'en changeant sa manière de se voir soi-même aussi, c'est hyper important. Donc concrètement, enfin.
il faut être fier de ce qu'on est. Et donc, du coup, en se poussant un peu plus intellectuellement, sportivement, indirectement, en fait, on se met dans une boucle vertueuse où on se considère un peu plus. Et donc, on va oser faire des choses, on va oser aller de l'avant. Et donc, du coup, pas plus tard, là, je suis aussi dans une association. Je suis dans une association pour accompagner des jeunes qui sont disons, issus de quartiers un peu défavorisés. Et pour essayer de les pousser un peu, essayer de changer leur image. Et donc, je leur dis concrètement, commencer par mettre des baskets de sport. C'est une blague, mais c'est réel. Pour se bouger. C'est ça. En fait, il faut qu'ils changent leur manière de se concevoir. Et donc, c'est là-dessus que je les accompagne. Donc, je pousse tout le monde à faire ça. Pour toujours mieux comprendre le marché du food et de la nutrition, comment est-ce que tu te maintiens en veille sur le secteur ? C'est quoi tes sources d'information ? Nutrikeo. Ah, merci. Non, c'est une demi-blague, c'est vrai. Pour le coup, non, je pense que c'est effectivement tous les experts qui sont un peu à l'image de ce que je pouvais dire tout à l'heure, mais c'est-à-dire le fait de s'accompagner d'experts dans le domaine. Pourquoi elle essaie de comprendre des secteurs alors que certains le vulgarisent. Du coup, moi, concrètement, c'est ça. C'est sur la partie food, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, s'il y a des personnes qui ont vulgarisé des tendances ou même des tendances de marché, ou même plutôt des explications de marché, comment est structuré un marché, etc. On capitalise là-dessus. Donc, ça allait lire des veilles d'experts ou de cabinets qui ont publié des rapports, etc. Donc, c'est là-dessus. D'accord. Tu as des sites en particulier de prédilection en France ou même à l'étranger des fois ? Alors, sur les marchés, honnêtement, sur les tendances de marché, c'est beaucoup de veille, donc c'est de la newsletter. Je suis inscrit à beaucoup de newsletters, donc du coup, en un scrolling, tu vois très rapidement ce que tu prends ou ce que tu prends pas. Donc il y a vraiment beaucoup. Ça peut être juste les journaux classiques qu'on peut connaître, notamment Réussir, qu'on lit régulièrement. Ta newsletter préférée, celle que tu lis quasi systématiquement, c'est laquelle ? C'est pas dans les tendances de marché, ce serait faux de dire ça. Là, celle que je lis tout le temps, c'est celui de. Ah non, il y en a deux. Il y a celle d'Alexandre Dana, justement, pour reboucler avec le livre qui, en fait, toutes les semaines, il me semble, il fait une newsletter. Donc une newsletter plutôt sur L'entrepreneuriat, effectivement, les questions qu'on va avoir. En fait, qui est d'ailleurs un des livres que j'aurais pu citer, parce que celui-là, je l'ai lu, je l'ai pas écouté. C'est Dream Team. Ça a été mon premier livre de management, comment comprendre, comment manager. Et donc, ce monsieur dont je n'ai plus le nom, c'est l'auteur qui d'ailleurs a vendu son livre à des milliers et des milliers d'exemplaires, et pourtant en auto-édition, donc très fort. Du coup, il envoie en plus une newsletter toutes les semaines pour donner un peu des tips sur le management, où j'ai toujours besoin de m'améliorer. Et il y en a le dernier, c'est le podcast que j'écoute régulièrement, c'est celui de Génération Do It Yourself. Oui, de Mathieu Stéphanie. Exactement. Et donc du coup, qui peut résumer des sujets de l'entrepreneuriat aussi. Donc il y a ça, c'est vraiment pour la partie entrepreneuriat. Et sur la partie vraiment tendance de marché, donc du coup, c'est Réussir, où pour le coup, il y a différents Réussir. Donc Réussir qui sont sur le secteur avicole, mais sur l'industrie agroalimentaire notamment. Pour regarder plutôt des marchés, essayer de regarder des dynamiques de marché. Alors, en ce qui concerne la veille sur les marchés plutôt, est-ce que tu as des sources de prédilection pour suivre les tendances ou les chiffres du marché ? Clairement, donc pour ce qui concerne la veille de marché, il y a de belles entreprises qui nous facilitent le travail, que ce soit Xerfi, je pense à Xerfi, les études Xerfi qui sont connues ou qui peuvent coûter cher, ou alors dans certains cas, tu peux aussi essayer de les récupérer par des comptes plutôt d'école, etc. Il y a les études DELF qui sont aussi intéressantes, qui elles vont un cran plus loin, c'est-à-dire que c'est pas forcément que des chiffres financiers, c'est aussi, ils vont parler des tendances, etc. Et sinon, c'est, j'allais dire, le dieu Google qui nous aide quand même pas mal là-dessus. Alors pour essayer de retrouver des chiffres, des progressions de segments de marché, bien pour sûr. Orienter un peu votre stratégie. Oui, bien sûr. D'accord. Et au niveau de la veille en général dans l'entreprise, est-ce que tu as mis en place des systèmes pour partager les informations, pour partager votre veille ? Clairement, oui, effectivement, on a mis en place différentes, routines. La première, c'est tout simplement juste un canal qui s'appelle, du coup, on avait fait un jeu de mots avec œuf, mais l'idée c'est en fait de partager des fichiers PDF qui auraient été trouvés, dans certains cas, si ça peut être sur l'aspect entrepreneurial, mais aussi sur des concurrents,
que ça peut être les tendances, par exemple, on en parlait. Et donc là, le mot d'ordre, c'est de mettre le fichier, mais aussi d'apporter son analyse sur le fichier, parce que on a tous notre travail quotidien, donc c'est dommage si la personne a déjà fait une réflexion, a déjà réfléchi là-dessus, au moins elle partage sa réflexion. Donc voilà, c'est vraiment concrètement, c'est mettre le fichier avec un petit résumé. D'un point de vue pratique, c'est sur quel type de canal que vous mettez ça? C'est un Slack? Nous, aujourd'hui, on est sur Teams plutôt. Ok, d'accord. Nous, on est sur Microsoft 365. On essaie vraiment de tout ramener sur Microsoft 365. Donc, c'est un Teams, mais c'est l'équivalent d'un Slack, effectivement. Et là, donc, c'est la première routine. Et la deuxième, c'est donc une fois par mois. J'espère qu'on va tendre à 2 fois par mois. Donc, le soir, c'est plutôt dans le cadre d'un petit apéro. Mais en plus, en fait, on fait ce qu'on appelle un club lecture. On l'a appelé lecture, mais c'est pas forcément que des lectures d'ailleurs, ça peut être aussi des podcasts qu'on aurait pu entendre, mais donc l'idée c'est de partager un peu les lectures qu'on aurait pu faire le mois dernier, sans obligation, certaines personnes peuvent venir juste pour écouter, d'autres partager la lecture. Aujourd'hui, c'est plutôt des lectures quand même très business orientées. Et du coup, voilà, les gens partagent un peu leurs réflexions. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que parfois, 2 personnes ont lu le même livre. On achète régulièrement des livres, donc parfois les personnes lisent les mêmes livres et pour autant, c'est pas la même grille de lecture. Donc, il peut y avoir des discussions un peu intéressantes. À date, la dernière discussion qu'on a pu avoir, c'était un peu comment réussir à trouver le parfait équilibre entre un esprit de corps dans l'entreprise et pour autant pas trop non plus Big Brother. Et donc voilà, c'est des discussions hyper intéressantes. On a des personnes intelligentes avec qui on peut avoir des discussions hyper intéressantes, donc c'est top. Et là, cette discussion qui est en effet intéressante, qui a trait à la culture de l'entreprise, elle était liée à la lecture de quel livre ou à l'écoute de quel podcast? Alors là, en l'occurrence, c'était plusieurs livres. Honnêtement, la culture d'entreprise, on l'entend dans pas mal de livres de business. Celui-là, c'était lequel? Clac, clac, clac. Probablement Dream Team, celui que j'ai pu citer avant, qui est en fait un des livres qui traîne chez Circuleg. J'avoue que je me souviens plus, mais bon, on l'entend régulièrement. On a aussi un des livres qui traîne et qui est vraiment pas mal. C'est alors j'ai plus le titre exact, mais en fait le principe c'est de dire que c'est tout un MBA de commerce qui est résumé dans un livre où en fait l'auteur a une conviction qui est assez intéressante. C'est le fait de dire en soi, les écoles de commerce, c'est pas forcément le plus intéressant. On peut apprendre très rapidement dans un condensé de livres. Et donc, du coup, ça peut être aussi celui-là. J'avoue que je sais plus lequel exactement. Très bien. Alors, pour finir, c'est une question que je pose à tous mes invités, qui est liée à la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce que toi, tu pensais que quelque chose était impossible et pourtant tu l'as fait? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est Circuleg, de manière générale. C'est au début, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de freins qui étaient plutôt soit des personnes qui disaient, qui nous disaient que venir en concurrence avec le carbonate de calcium, c'est compliqué, voire impossible, parce qu'on parle de marchés qui sont immenses, des acteurs qui sont ancrés, avec des belles racines. C'est quasiment même des troncs, c'est plus des racines. Et du coup, non, donc il y avait vraiment la partie business. Je pense qu'il y a aussi la partie étudiant entrepreneur qui a été aussi, on nous a dit, il y a eu un éternel débat entre le fait de est-ce qu'il fallait faire ses dents d'abord dans une entreprise et ensuite après lancer son entreprise, ou alors se lancer directement. Moi j'ai plutôt été partisan du fait de se lancer directement. Alors souvent on entend dire oui, il faut de l'expérience, c'est pas possible de monter une boîte quand on est entrepreneur, etc. Non, clairement, Ouais. il y a des lacunes, c'est vrai qu'il y a des lacunes, mais c'est exactement la question d'avant. C'est tant qu'on sait qu'on a des lacunes et qu'on essaye de combler les brèches avec de l'auto-formation, des discussions avec des personnes de notre board ou des personnes tout simplement externes. Enfin, board, j'entends board investisseurs, ou aussi, nous on appelle ça le conseil scientifique, les personnes externes qui nous accompagnent. Oui, on a des brèches, des lacunes, et tant qu'on le sait, c'est bon. Donc oui, je pense que c'est circulé de manière générale, mais sur l'aspect vraiment marché, sur l'aspect aussi personne. Très bien, c'est inspirant. Et pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Partout. Je dois donner mon adresse. Ou sur les réseaux Alors physiquement, pour l'instant, on est en Île-de-France. On espère bientôt bouger, en tout cas la partie production et R&D, plus proche des casseries, des coquilles d'œufs qui sont dans le quart nord-ouest français. Donc ce sera entre Rennes et Laval, en train de regarder différents sites industriels.
Là, c'est plus pour la partie physique. La partie réseaux sociaux, LinkedIn, hein, le fameux LinkedIn, que ce soit personnellement, moi, donc c'est Yacine Kabesh, où il faut que j'essaie de travailler un peu plus mon LinkedIn. On essaie de travailler. Branding. C'est ça. Apparemment, il faut avoir un personal branding. Donc j'essaie de le faire. Mais la page Circuleg est plutôt très active sur LinkedIn. Vous communiquez beaucoup sur les nombreux prix que vous remportez. C'est etc. ça, effectivement. Donc il y a LinkedIn pour Circuleg et on essaye de lancer aussi un peu le Instagram. La même chose, on nous dit que on est en B2B, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous, on a vraiment envie de, en tout cas, c'est pas une priorité sur la communication, mais l'idée c'est de montrer un peu plus la marque employeur. Parce qu'en fait, demain, les personnes qu'on recrutera sont sur Instagram plutôt. Donc on va essayer de travailler aussi un peu Instagram. Et vous allez rentrer dans une phase de recrutement avec pas mal de postes ouverts, hein, c'est ça? Ouais. Très bien, merci beaucoup Yacine, merci pour Merci ce à toi. temps, pour le partage de ton expérience, pour nous avoir immergé dans l'univers de l'upcycling que certains parmi nos auditeurs découvrent peut-être aujourd'hui. Et on voit tout le potentiel qu'il y a de réexploiter de la ressource naturelle existante pour faire des nouveaux ingrédients alimentaires, nutraceutiques et peut-être tout un tas d'autres applications demain. Hyper intéressant, puis c'est bien aussi de voir de jeunes entrepreneurs qui se lancent comme ça sur des créneaux nouveaux, y compris avec une approche industrielle, ce qui n'est pas forcément l'approche la plus courante ni la plus simple. Donc c'est tout à votre honneur avec l'équipe de Circuleg d'avoir lancé tout ça. Donc merci beaucoup Yacine pour cet échange. Merci pour cette mise en avant et merci pour l'échange, hyper intéressant. Je te disais en off, mais le positionnement de se centrer aussi un peu sur l'entrepreneur et même la culture d'entreprise, on l'a abordé. Je pense que c'est la clé d'une belle entreprise et donc c'est ce qu'on essaie de craquer là. Bon très bien, je pense que vous êtes sur le bon chemin et je suis ravi de pouvoir participer à mettre en lumière des initiatives comme la tienne et comme celle de ton équipe sur le podcast. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez le retrouver également sur Apple Podcast et surtout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour le faire connaître et de mettre des commentaires pour qu'on puisse remonter dans l'algorithme et être écouté par de plus en plus d'auditeurs qui s'intéressent aux entrepreneurs de la nutrition. Merci beaucoup et à très vite. Très vite.